Mehdi Bourkia, je suis en charge du Corporate Venture Capital d'Attijari Wafa Bank et Wafa Assurance. Cette structure est un pilier additionnel à toutes les initiatives mises en place par le groupe pour le soutien des startups et pour accompagner sa transformation digitale. Alors Mohamed Moulouz, je suis Chief Innovation Officer au niveau d'Attijari Wafa Bank en charge de l'innovation. Et ça va de la définition de la stratégie d'innovation jusqu'à son opérationnalisation. Et quand on parle d'opérationnalisation, c'est la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, de véhicules d'innovation. Et les véhicules d'accélération avec les startups en font partie. L'innovation digitale, c'est cette capacité à aller chercher de la valeur, à aller fabriquer de la valeur en faisant effet de levier sur la technologie. Concrètement, c'est comment je vais utiliser la technologie dans mes services, dans mes produits pour créer de la valeur, que cette valeur soit de nature usagère, c'est-à-dire elle rend quelque chose d'utile pour le citoyen, l'utilisateur final, ou économique parce que c'est de la valeur, c'est du profit pour l'agent économique qui la déploie. Et aujourd'hui, quelque part, c'est une innovation qui baigne dans un fond technologique, le digital étant la quatrième révolution industrielle telle que c'est identifié au niveau mondial. Alors, on peut prendre plusieurs dimensions pour établir cette comparaison. Moi, je citerai en l'occurrence 5 grandes dimensions. La première dimension, c'est l'écosystème. Comment on est situé en termes d'écosystème innovation par rapport à d'autres pays. Je dirais que sur ce volet-là, on a tous les acteurs et toutes les composantes pour avoir un bon écosystème. On a des incubateurs, on a des accélérateurs, on a des VCs, des CVCs, des startups, des fintechs, des acteurs institutionnels, des corporates aussi qui se sont structurés pour interagir avec ces écosystèmes d'innovation. Je dirais que c'est de plus en plus rayonnant en termes d'écosystème d'entrepreneuriat innovant. En revanche, ça nécessite d'être mieux développé pour avoir des vitesses comparablement avec des pays comme le Nigeria ou le Kenya. Deuxième dimension, c'est la dimension investissement. Là-dessus, je laisserai mon collègue Mehdi Bourkia étayer le discours, mais je dirais qu'on accuse un retard qui est assez important par rapport à des écosystèmes dans lesquels il y a une concentration d'investissement, comme celui du Kenya, du Nigeria, de l'Égypte ou de l'Afrique du Sud. Et dans un continent qui concentre à peu près 1 milliard et quelques d'investissements où on n'a qu'une trentaine de millions, je pense qu'il y a de la marge de progression. Troisième grande dimension, c'est la taille du marché. On a une taille de marché qui finalement reste relativement faible par rapport à d'autres marchés africains, d'autres marchés internationaux. Et ce que ça veut dire pour une start-up, c'est que le Maroc doit être conçu comme un terrain d'expression, d'incubation, d'expérimentation. Les talents, quatrième dimension, on a les bons talents en nombre qui sont, je pense, suffisants. Il faut continuer à les former et c'est un exercice qui se fait dans la durée. Et cinquième dimension, j'en finis là, c'est la dimension réglementaire. On a une bonne réglementation qui a évolué ces dernières années et qui va être amenée aussi à évoluer dans les années à venir pour accompagner finalement cette transition numérique. Et donc on aura des réglementations autour de l'open banking, de la blockchain, etc. Alors je dirais qu'aujourd'hui le rôle des capital risqueurs, ou en tout cas du venture capital tel que notre structure Positive Invest le représente, c'est d'apporter, je dirais, faire le lien, je dirais, entre tous ces acteurs de cet écosystème, hein, donc la start-up, que ce soit la start-up ou ses partenaires et ses clients entreprises. Voilà. Nous aujourd'hui, en tant que CVC, je dirais, nous souhaitons apporter en fait ce lien qui aujourd'hui est qualifié de smart money. Donc en fait, c'est un financement qui est intelligent et qui est à la disposition de ces startups-là pour leur permettre, je dirais, de passer un cap dans leur développement. Parce que l'apport n'est pas uniquement
point de vue financier. Je dirais c'est un partenariat qui s'inscrit dans le temps, qui permet à cette start-up je dirais, qui nous permet en tout cas de mobiliser pour ces start-up des compétences, je dirais de l'expertise, du conseil, pour que ces start-up puissent continuer à développer leurs produits, mais plus s'inscrire dans une durabilité et, comme l'a souligné mon collègue Simoulouz, aussi dans une scalabilité. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'une start-up, et on en discutera peut-être un peu plus tard, mais pour qu'une start-up puisse dire qu'une start-up réussit aujourd'hui, il faut qu'elle ait je dirais, un stade de scalabilité de ses produits et qu'elle soit en mesure aussi c'est cette scalabilité qui va lui permettre de durer et d'avoir aussi, je dirais, la bonne stratégie de développement, parce que ce que souvent je dirais, les entrepreneurs en ligne de mire, c'est plus le développement, la croissance, le chiffre d'affaires. Mais la durabilité vient aussi par la suite par des fondamentaux financiers qui sont sains. Et une entreprise est une entreprise qui doit faire du chiffre, qui doit générer des profits. Voilà. Et donc le rôle des VC, c'est aussi, je dirais, d'accompagner ces entrepreneurs pour mettre en place tout cela et aussi, je dirais, faire l'interaction avec l'ensemble des parties prenantes des écosystèmes. Je dirais qu'aujourd'hui, non, pas forcément. En tout cas, le smart money, je dirais, on pourrait le définir comme une relation de partenariat, je veux dire, privilégiée entre deux entités, où toute entité trouve, je dirais, son intérêt. Ça revient à dire aujourd'hui, pour le cas des CVC, c'est une relation entre une petite structure qui est la start-up et des grands groupes, en fait, qui ont des besoins, qui aujourd'hui se placent dans un contexte d'innovation, de transformation digitale. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, que les grands groupes sont, du fait d'une organisation qui est là, je dirais, ont besoin des startups qui sont beaucoup plus agiles pour développer, pour faire de la transformation digitale, pour, je dirais, essayer de développer de nouvelles idées. Et c'est dans ce sens-là où, je dirais, le smart money joue son rôle, c'est dans le sens où c'est aussi un gage de confiance entre les deux parties. Parce qu'entre une grande entreprise et une start-up, je dirais, la relation, je dirais, le poids n'est pas le même en termes d'équilibre. Et nous, le smart money vient jouer ce rôle en essayant de créer un partenariat équilibré où les deux parties sont gagnants. Voilà, la start-up avec du financement, mais aussi, je dirais, du développement du courant d'affaires, de business avec la grande entreprise. Et encore une fois, la smart money fait le lien entre les deux et permet de développer une relation qui est, je dirais, équilibrée entre les deux parties. En fait, la crise aujourd'hui a accéléré des tendances qu'on a vues par le passé, des tendances de digitalisation. Et ce qu'on a vu, c'est que la transformation digitale et l'innovation digitale qu'on a vécue pendant 2 ans est à peu près l'équivalent de 5 ans en temps normal. Et donc, globalement, si je prends les différents impacts et qu'on essaie de les structurer, l'impact, on l'a vu d'abord sur les usages, puisque les citoyens, les clients utilisent de plus en plus le digital. Le digital est devenu un peu dans les mœurs. Au Maroc, par exemple, on peut aujourd'hui créer un compte, ouvrir un compte bancaire en étant sur son canapé. Le service administratif aussi, il a subi des transformations et je peux demander des choses sur Internet et consommer plus facilement le service administratif. Des impacts aussi sur notre mode d'interaction en interne et la collaboration, puisque il y a cette prévalence du télétravail, et qui dit télétravail dit des outils digitaux qui permettent de faire des réunions à distance. Et puis l'impact que vous pouvez aussi voir, il est aussi sur la valeur qui est encapsulée dans le digital, puisque des entreprises, les géants du numérique ont vu leur capitalisation boursière flamber. Si je prends Amazon, ils ont fait plus de 72%
de bénéfices supplémentaires. La capitalisation boursière d'Apple, elle a bondi de 30%. Et donc aujourd'hui, le digital, son impact, il est sur la valeur des entreprises, il est dans les usages, il est dans notre façon de faire le business et d'interagir avec notre clientèle et aussi notre façon d'interagir en tant que collaborateur. Alors, effectivement, c'est une très très bonne question que doit se poser chaque entrepreneur. Si je veux entreprendre sur un terrain dans lequel il y a des opportunités, par quelle technologie, par quel secteur, par quel créneau je dois commencer? Alors, si je prends le secteur bancaire, je pense que l'un des créneaux les plus prometteurs, c'est le paiement dans le futur. Les créneaux aussi des services qui sont connexes au crédit, ça c'est un terrain pour une fintech pour se développer. En dehors de tout ça, du secteur bancaire, il y a la green tech, parce qu'il y a une bonne... Aujourd'hui, les entreprises et les sociétés sont de plus en plus sensibles à la dimension RSE et c'est une dimension qu'on va emprunter de plus en plus dans notre ADN. Donc avoir de la technologie leveragée au service de cette préoccupation sociétale, je pense que c'est un créneau qui est à la fois porteur d'utilité pour la société mais aussi de profit dans le futur. Le secteur de l'éducation également, la santé, le healthcare. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire pour une start-up, il y a beaucoup de terrain de croissance. Moi je pense que oui. Je suis assez assertif en disant ça et assez positif parce que un entrepreneur doit aussi entreprendre dans la façon d'utiliser ce qu'il a à disposition en tant qu'outil pour faire avancer son business et son projet entrepreneurial. Un entrepreneur marocain, il a accès au financement, il y a des aides aujourd'hui qui sont pourvus, il y a aussi des prêts d'honneur qui sont donnés, il y a de l'equity qui est proposé, il y a des financements alternatifs qui sont aujourd'hui également proposés. Donc d'un point de vue capitalistique et financier, il y a des choses qui existent. D'un point de vue aussi accompagnement à la structuration de sa pensée entrepreneuriale, il y a des incubateurs qui l'aident à faire ça, il y a des accélérateurs, il y a des mentors. Nous avons, alhamdoulilah, une diaspora marocaine aussi qui veut faire du give back pour cette communauté marocaine et faire éclore l'entrepreneuriat. Il y a aussi des universités pour cultiver tout ça très tôt et faire des étudiants des entrepreneurs. Et puis il y a des corporates comme nous, comme Tijari Wafa Bank, qui offrent des courants d'affaires qui propose, qui met à disposition des courants d'affaires à des startups. Nous, par exemple, on a organisé un certain nombre d'interactions avec les startups qui se sont transformées en de véritables bons de commande sur des préoccupations business que nous avons. Et je pense que l'écosystème marocain en termes de corporate, il commence à se structurer puisque vous allez les regarder, il y a les grandes corporates, en tout cas, ont mis en place des équipes dédiées à cette interaction avec les startups. Donc je dirais, c'est un mindset, les outils sont là, mais il faut savoir en tirer profit. Parce que c'est vrai que si on revient un petit peu en arrière, on avait des initiatives comme ça par-ci par-là qui étaient parsemées, mais finalement il n'y a pas de cohérence d'ensemble comme vous. Aujourd'hui, on voit que c'est bien inscrit dans des stratégies nationales, que même dans le nouveau modèle de développement marocain, c'est marqué noir sur blanc comme étant un directionnel qu'on veut entreprendre dans le futur. Il y a une organisation qui est là aussi pour une organisation institutionnelle qui est l'Agence du développement digital qui est là pour donner cette impulsion et cette structuration d'ensemble. Maintenant, bien sûr, tout ça, c'est démonstratif d'une prise en main à l'échelle, au plus haut niveau de l'État. Il y a forcément des courroies de transmission à les construire pour que tout ça descende sur le terrain opérationnel. En tout
relation avec les startups, nous croyons beaucoup à la notion de smart money. Et nous pensons aujourd'hui que c'est ce qui devrait permettre en tout cas de répondre un peu au chaînon manquant aujourd'hui. On sait aujourd'hui le financement est disponible aujourd'hui, mais souvent les startups ont des difficultés malgré le fait qu'elles aient un produit qui est intéressant, un produit qui est, je dirais, qui peut être opérationnalisé. Elles ont du mal à avoir des bons de commande, je dirais, avec des grandes entreprises. Le groupe Tijari Wafa, comme l'a spécifié ici Mohamed Moulouz, nous a mis en place, je dirais, toute une nouvelle dynamique en faveur de la start-up, que ça, donc, à travers Winov, donc, qui est, je dirais, l'interlocuteur privilégié des start-up et des métiers du groupe, mais également ont mis en place toute une nouvelle procédure d'achat avec les startups. Et nous, notre structure Positive Invest vient en tant que CVC qui apporte du smart money, vient pour agréger tout ça en fait. Hein. Donc on devient, je dirais, pour apporter une offre vraiment à valeur ajoutée pour la startup et aussi, je dirais, pour l'ensemble de l'écosystème. Aujourd'hui, je dirais que nous offrons le chaînon manquant qui permettrait à une start-up qui aujourd'hui atteint, disons, a un produit intéressant, à lui permettre de le mettre en œuvre, de lui fournir un track record, de lui donner du financement pour pouvoir, je dirais, enclencher en quelque sorte la sphère, on va dire, virtueuse du développement. Et puis, vu la dimension du groupe, c'est aussi l'aider aussi je dirais, à atteindre d'autres marchés, notamment en Afrique. Et qui permet aussi à cette start-up par la suite de scaler un peu son business et les opportunités d'affaires. Voilà, donc aujourd'hui je pense que c'est ce qui permettrait de développer en tout cas certaines, je dirais, de développer les startups, de leur permettre, je dirais, d'être plus visibles et de pouvoir visibles, je dirais, vis-à-vis des corporates, mais également vis-à-vis, je dirais, des investisseurs et de l'ensemble de l'écosystème. Hein. Quand on parle d'écosystème start-up, dedans, comme l'a dit Simoulouz, on trouve à la fois les investisseurs en capital, les incubateurs, les partenaires publics, parce qu'il y en a aujourd'hui qui font un travail, je dirais, très important pour promouvoir la start-up et également les grandes entreprises qui aujourd'hui, c'est elles aujourd'hui qui permettent aux start-up, je dirais en quelque sorte, de concrétiser un peu les idées innovantes qu'elles souhaitent commercialiser ou mettre en place. Voilà. C'est une question assez difficile parce que il faut avoir la boule de cristal pour pouvoir y répondre, mais bon, il y a quand même des éléments, des signaux assez soit forts ou faibles qui permettent d'avoir quelques prédictions. Je dirais, par rapport aux tendances qu'on a vues par le passé, sur la partie investissement, sur la partie écosystème, le trend est positif et ça va continuer à l'être dans les années à venir. Maintenant, sur la réglementation, je pense qu'il y a des évolutions qui vont apparaître. Des innovations digitales vont égrener l'ensemble des secteurs, comme on l'a vu, que ce soit l'éducation, que ce soit le secteur administratif, le secteur privé, financier, etc. Mais je dirais que de manière réaliste, si on veut avoir un écosystème compétitif, à la Silicon Valley ou à la French Tech ou même aux écosystèmes comparables au niveau de l'Afrique, il y a d'autres choses à aller chercher par ailleurs. Je pense qu'il faut maintenir ce cap, c'est très important, avoir des stratégies assez claires sur les grandes tendances techno, l'intelligence artificielle, la blockchain, l'open banking et je dirais que il faut être compétitif pour attirer des talents et avoir une terre qui cultive les talents aujourd'hui et aussi avoir cette capacité, ça j'en finis là, cette capacité à s'interconnecter avec le monde. L'innovation, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire en vase clos.
L'innovation se fait plutôt dans une tonalité ouverte avec une dimension internationale. Qui dit dimension internationale, c'est cette capacité à créer des passerelles avec tous les écosystèmes, quel que soit leur bord. Récemment, et pour illustrer avec une anecdote, j'étais à la Silicon Valley et j'ai rencontré une bonne diaspora marocaine, mais aussi des Américains qui avaient pour objectif de venir et s'interconnecter avec l'écosystème marocain. Mais je pense que demain, l'écosystème compétitif marocain, il doit être un écosystème international parce que c'est ces passerelles qui vont permettre des courroies de transmission, d'expertise, de talents, de solutions digitales pour venir les contextualiser au Maroc. Et on a la chance d'avoir cette ouverture vers l'Afrique parce que vu de l'extérieur, on peut être un laboratoire pour externaliser des notions, des concepts et des innovations digitales. Je me présente, Saïd Koumou, je suis le fondateur de Hsabati. Hsabati, c'est une plateforme de gestion et de financement des TPME. Donc on aide les entreprises à mieux gérer leur quotidien, que ce soit sur des activités de base telles que la facturation, la gestion des achats, la gestion des fournisseurs, des clients, la production, des contrats, du stock, etc. Ou des problématiques qui sont plus spécifiques à chaque entreprise et à chaque industrie à travers un créateur de modules et d'automatismes qui leur permet de sortir des modules vraiment liés à leur business et aux problématiques que eux voient au jour. Et dans un second temps, on les aide aussi à se financer à travers une place de marché où ils peuvent vendre leurs créances clients, donc faire du factoring et avoir et la possibilité d'acheter de la marchandise financée par nos partenaires bancaires. Donc aujourd'hui, Hsabati a 4 ans, enfin plutôt 3 ans, on est sur le marché depuis 2019. On est passé par plusieurs phases. La genèse du projet vient de notre propre besoin. J'avais une autre société et j'avais besoin d'un outil de gestion. Et j'avais aussi besoin de financement d'ailleurs. Mais j'avais une grosse problématique, c'est que je n'arrivais pas à trouver chaussure à mon pied. Et donc de là est venu Hsabati, donc j'avais besoin de quelque chose qui soit adaptable, qui soit modulaire, qui soit paramétrable et qui me permet de travailler de manière à l'aise et à ma manière et non à la manière de quelqu'un d'autre. Donc quelque chose qui s'adapte vraiment à moi. Donc on a lancé Hsabati, alhamdoulilah, on a eu un certain succès. On a fait le programme de 112 Founders de CDG Invest, on a levé de chez CDG en 2020. On vient de reboucler une nouvelle levée de fonds. On a lancé en plein Covid, donc c'était bien, mais c'était pas bien en même temps. Donc je m'explique, c'était bien parce que avec le Covid, il y a eu un certain pas en avant qui a été fait sur la digitalisation des entreprises. On dit qu'on a gagné 2-3 décennies sur l'adoption qui devait se faire en l'espace de 1-2 ans. Donc il y a eu une vraie volonté des entreprises à se digitaliser, à se professionnaliser, on va dire, à avoir de meilleurs process de gestion. Et on a essayé de surfer cette vague-là pour essayer de faire notre croissance. Et à ce moment-là, on a essayé de se positionner en tant qu'outil qui soit modulaire, paramétrable, facile à utiliser, mais aussi pas très cher. Donc on n'essaie pas de vendre un outil qui va ponctionner ou là qui va faire du mal à l'entreprise. On est partenaire de l'entrepreneur, on est partenaire de l'entreprise. Notre solution, elle commence à partir de 5 dirhams par utilisateur par mois, donc c'est très très abordable. Et nous essayons vraiment de travailler main dans la main avec les entreprises. Donc depuis 2020, alhamdoulilah, on a fait une certaine croissance. Le marché, malgré le fait que beaucoup d'entreprises sont mortes,
Il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont créées, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont percé durant ce temps-là. Et nous essayons d'être partenaires de tous ces gens-là, de toutes ces entreprises. Inch'Allah, dans le futur proche, on est en train de s'exporter vers l'étranger, que ce soit le Moyen-Orient ou l'Afrique, à savoir que Sabatier aujourd'hui est en 3 langues, en français, en arabe et en anglais. Il est, comme j'ai dit, il est paramétrable et modulaire, donc aujourd'hui on est plugged à plusieurs acteurs locaux et des acteurs internationaux, ce qui nous permet d'aller sur l'international de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Docteur Hicham, je suis cofondateur avec Data Pathology de la start-up avec Mohamed Khamnoussi, excusez-moi, de la start-up Data Pathology. C'est une start-up MedTech, HealthTech marocaine fondée en 2020. Cette start-up a développé d'une part des plateformes de partage en intégrant aussi des plateformes existantes pour faire du diagnostic anatomopathologique. Ce diagnostic permettrait aux patients africains d'avoir un diagnostic rapide et aussi efficient. Le fait qu'en Afrique, il n'y a pas assez de médecins anatomopathologistes. Nous avons aussi développé un algorithme d'intelligence artificielle permettant de trier et d'aider au diagnostic du cancer du sein. Nous avons bénéficié de plusieurs accompagnements qui nous ont beaucoup aidés, notamment H7, 212 Founders, Boston Consulting Group. Nous avons fait même aussi le programme du Plug and Play Africa et nous avons eu la chance d'avoir une première levée avec Witamax que nous remercions. Notre cible est essentiellement les patientes femmes africaines, marocaines, pour aider à dépister le cancer du col notamment et le cancer du sein, qui sont les cancers les plus mortels chez la femme en Afrique. Notre marché se développe doucement parce que c'est de la deep tech. Nous venons d'installer le premier laboratoire à Djibouti qui sera opérationnel en septembre. Et nous lançons la solution de digital screening pour le col utérin en septembre aussi. Nos perspectives de croissance, on est très optimistes et aussi nous estimons que la solution peut facilement se développer. On a pour l'instant décroché un autre contrat sur Kinshasa et un autre en discussion au Sénégal. Et nous espérons pouvoir ouvrir au moins 7 points d'intégration en Afrique d'ici 2023.